Bienvenue sur Swansea, le podcast qui vous fait découvrir des initiatives positives et les projets impactants de notre génération, qu'on ait 18 à 29 ans. Nous sommes partis à la rencontre de nos sources d'inspiration et des vôtres aussi pour leur faire gagner de la visibilité, relayer leurs actions et vous motiver, vous aussi, à vous lancer. Bon épisode! Au micro de Swansea, nous recevons un photographe animalier et réalisateur de talent, Thomas Julienne. Bonjour Thomas, je suis ravie de pouvoir t'interviewer aujourd'hui, moi qui suis une passionnée des grands espaces et une amoureuse des animaux. Bonjour Ilona. Avant de démarrer les questions que j'ai hâte de te poser, je voudrais qu'on revienne sur quelques moments forts de ton parcours. Déjà, tu as un master écologie et biodiversité à Bordeaux, et dès que tu le peux, tu te lances dans des aventures plus incroyables les unes que les autres. Pour démarrer, en été 2021, tu parcours 1100 km à vélo dans les Alpes. En juillet 2022, suite à ton Erasmus en Finlande, tu retournes en Laponie et tu marches 700 km jusqu'au point le plus haut d'Europe, le Cap Nord. Et cet été, en juillet 2023, tu t'es engagé comme bénévole à Arvik Océan, en Islande. Et dans quelques jours, tu vas parcourir la Patagonie en vélo pendant 1 an. C'est incroyable. Est-ce que tu peux nous parler de tes passions, la photo, les animaux ? Comment tout ceci a-t-il démarré ? Depuis que je suis tout petit, je pense que je suis vraiment passionné par les animaux. Mais j'ai pas vraiment d'explication de où est-ce que ça vient, parce que j'ai une famille assez active, mais pas forcément intéressée par la nature ou les animaux. Je pense que je suis juste quelqu'un d'assez curieux. Et donc je me passionnais pour tout ce qui était autour de moi, notamment les oiseaux, les petits insectes et tout ça. Et après, ça a été développé par mes années de scoutisme, je pense, qui ont permis d'être beaucoup, de camper, d'être dans la nature. Et puis de fil en aiguille, ça s'est inscrit dans toutes mes activités, dans tout ce que je faisais pour aller dans la nature. Et tu as démarré la photo à quel moment ? J'ai démarré vraiment la photo pendant le confinement, puisque j'ai eu la chance de le passer en Bretagne chez ma famille. Je passais toutes mes journées dans la forêt pour observer les animaux et les photographier. Donc ça a vraiment commencé c'était il y a 3 ans, il me semble, le premier confinement. Quel est l'animal qui te fascinait le plus quand tu étais petit ? Je pense que c'était les rapaces, tous les grands vautours, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Je trouve ça tellement magnifique à observer. Tu pourrais nous dire ce que la photographie te procure ? La photographie, c'est à la fois un moyen pour moi de me garder un souvenir de ces rencontres animalières et à la fois un moyen de le transmettre aux autres. Donc c'est un outil assez génial pour transmettre tout ce que j'ai vécu là-bas. Quelle est la différence entre la photo et la vidéo ? Parce que tu pratiques les deux. Je pense que c'est juste 2 moyens de raconter des histoires, on va dire. La photo, c'est vraiment capter un instant très court et le transmettre. Donc c'est à la fois techniquement plus facile que la vidéo, mais très compliqué de raconter quelque chose avec juste une photo. Alors que la vidéo, c'est pour vraiment raconter une histoire où on a plus le temps de développer quelque chose, d'aborder un sujet plus profond. Et même si c'est plus technique que la photo, ça reste plus facile de raconter une histoire avec une vidéo parce qu'on a le temps d'expliquer un peu ce qu'on veut. Je voudrais que tu me dises quelle est la photographie que tu as prise, pour laquelle tu as un attachement particulier. Il y a une de mes photos que j'aime particulièrement, c'est la photo d'un vautour fauve. Donc il y a un grand vautour qu'on trouve en France qui atteint 2,80 m, presque 3 mètres pour les plus grands. Et en fait, c'est une photo au grand angle presque. On voit juste une nappe de brume au-dessus de la forêt du Vercors, donc dans les Alpes françaises, avec le vautour fauve qui plane un peu perdu au milieu de la brume. Et c'est vraiment ces photos-là que j'essaye de faire, mais qui sont pour moi très dures à réaliser, parce que ça retranscrit vraiment l'ambiance du moment, avec vraiment donc l'atmosphère, la brume, le soleil qui se couche doucement et le vautour tout seul au milieu de la brume. Et c'est une des rares photos qui me plaît vraiment dans les photos que j'ai faites. Dans ton reportage qu'on peut retrouver sur YouTube Seul en Laponie, tu dis que tu es à la recherche des terres sauvages. Est-ce que tu en as trouvé ? Oui et non, on pourrait se poser la question de qu'est-ce qu'on définit comme terre sauvage. Si c'est une terre qui est vierge de toute trace humaine, non, j'en ai pas trouvé. Et je sais même pas si ça existe encore sur cette planète. Mais j'ai trouvé des endroits où on se sent vraiment seul au monde, et on se dit que si on a un problème, on doit se débrouiller tout seul parce que personne ne viendra nous chercher ici. Donc ouais, tous les hauts plateaux au nord de la Norvège qui sont assez fous parce qu'à part parfois une petite piste de quad pour quelques éleveurs qui passent, y a aucune trace humaine. Et j'ai vu personne pendant 5 jours, c'était juste magique comme moment. Donc j'ai quand même trouvé des endroits relativement sauvages, ouais. Si tu pouvais aller sur la Lune ou dans l'espace pour justement trouver des terres inconnues, est-ce que tu le ferais ? Est-ce que ça te tenterait ou non parce que potentiellement il n'y a pas d'animaux ? Non, je pense, parce que d'une part, on a encore tellement de choses à découvrir sur la planète Terre que je vois pas l'intérêt d'être sur la Lune. Et oui, comme tu dis,
je cherche pas un endroit où il n'y a pas de vie, je cherche un endroit où il n'y a pas de civilisation, même si c'est un endroit très rude avec peu de biodiversité ou quoi. Il y a toujours des choses à voir, des choses à observer. Alors que la Lune, c'est un peu trop mort pour moi, je pense. Donc ça m'intéresse un peu moins. Quand on est seul au milieu d'une immensité sauvage, comme celle-là, comment on se sent? C'est un sentiment un peu indescriptible. Mais c'est vraiment à la fois d'être très libre par le fait que j'étais tout seul, donc je pouvais faire vraiment ce que je voulais, je pouvais prendre les décisions que je voulais. Et d'une part, on se sent un peu vulnérable parce qu'on sait que si on a un problème, personne ne va venir nous chercher. Donc c'est à nous de se fixer les limites, de connaître les limites pour ne pas se mettre dans le rouge. Et c'est aussi ça que j'aime beaucoup parce que on se sent plus vivant, on est responsable de nous-mêmes. Et c'est un sentiment assez beau, c'est vraiment ce que je recherche quand je vais là-bas souvent. Et justement, ça fait le lien. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu as appris de la solitude? Bonne question, c'est compliqué de répondre à ça. Mais j'ai appris à me connaître moi déjà, à savoir comment je réagis en telle situation. Et je pense qu'être tout seul, c'est un bon moyen de se connaître mieux. Et après, ça te rend beaucoup plus observateur et plus connecté à ce qui t'entoure, je pense. Parce que c'est un peu le seul, pas divertissement, mais c'est un peu la seule chose qui se passe. Donc t'es toujours alerte de ce qu'il y a autour de toi, rien que de la météo, des nuages, du ciel, mais aussi des animaux, donc t'es toujours à l'écoute. Donc c'est vraiment ça que ça apporte, je trouve, la solitude. Et en plus, alors ça c'est mon ressenti personnel, mais les émotions, je trouve encore plus fortes d'être tout seul. Mais ça je pourrais pas l'expliquer, c'est juste mon ressenti où quand j'ai un sentiment assez fort et que je suis tout seul, il est encore plus décuplé, c'est encore plus un moment magnifique. Donc pendant l'ensemble de tes traversées, tu vis la solitude positivement. Il y a des aspects négatifs, mais globalement je suis très content d'être seul. C'est aussi quelque chose que je recherche, même si j'aime beaucoup partager des moments avec mes amis en nature. En fait, ça te donne une liberté qui est assez folle, parce que t'as pas besoin de consulter personne, tu peux partir quand tu veux, t'arrêter quand tu veux, faire des pauses quand tu veux, rester autant de temps que tu veux, observer tel ou tel animal. Donc ça, c'est un sentiment qui est juste indescriptible et qu'on peut pas réaliser quand on est plusieurs, à moins d'être vraiment très proche d'une personne, d'être vraiment pareil dans sa façon d'être, mais que ce soit au niveau physique ou mental. Mais bien sûr, c'est des moments très durs où quand t'as un coup dur ou un coup dur au moral, quand t'es tout seul, t'as un peu que toi sur compter, donc pour te remotiver tout seul, c'est compliqué. Il y a des moments où t'as envie juste de discuter, de partager ce que tu ressens, mais t'es tout seul aussi, donc tu peux pas trop. Donc ouais, il y a deux facettes, mais au final, globalement, c'est quand même un très beau moment quand t'es tout seul. Est-ce que tu fais comme Christopher McCandless dans Into the Wild? Est-ce que tu as un carnet justement pour extérioriser ce que tu ressens quand t'es tout seul et que tu peux parler à personne? Et pas tant que ça. En Laponie, d'une part, c'est parce que j'ai essayé d'être le plus léger possible dans mon sac, donc j'en ai pas pris. Mais je me servais de ma caméra un peu comme carnet de bord, donc parfois le soir je la posais sur un trépied et je racontais ma journée, mais ce que je ressentais. Donc ça me fait un peu carnet de bord, mais juste audiovisuel. Donc oui, d'une certaine manière, un peu similaire. Donc toi, tu es en master en études de biologie à Bordeaux. Je voudrais que tu nous dises qu'apprends-tu qui t'aidera à construire ton projet professionnel? Dans mes études, ça me permet vraiment de comprendre plus l'environnement et comment les écosystèmes fonctionnent. Et aussi, j'ai beaucoup de cours sur la conservation, qui est un sujet qui m'intéresse particulièrement, sur quelles actions mettre en place pour conserver telle ou telle espèce ou tel écosystème. Donc ça me permet d'avoir une vision plus globale de cette interaction homme-environnement, qui est assez cruciale à comprendre. Alors ça m'apporte pas directement des choses dans mes projets en mode aventure, donc dans mes marches par exemple, mais ça me permet de mieux appréhender mon environnement, de mieux comprendre l'impact qu'a l'homme sur certains endroits. Typiquement en Laponie, j'ai eu des cours durant mon semestre en Finlande sur l'impact de l'élevage de rennes dans les plateaux norvégiens, parce qu'il y a du surpâturage, donc ça impacte beaucoup le développement des lichens et beaucoup d'autres choses. Donc ça permet de mieux comprendre l'environnement. Et si je veux tourner en fait plus tard réaliser des vidéos qui ont plus un rapport de reportage sur l'interaction homme-environnement, ça me permettra d'aborder ces sujets-là avec plus de connaissances et de mieux les comprendre. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple justement d'interaction interespèces? En fait, chaque espèce interagit avec tellement d'autres espèces et certaines espèces sont tellement dépendantes d'autres. Par exemple, si on prend par exemple les pics, donc qui sont des oiseaux qu'on retrouve dans quasiment toutes les forêts. Pour se loger, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des trous dans les arbres, donc des cavités, et ils nichent dedans. Donc il y a déjà une interaction entre l'arbre et le pic. Bon, l'arbre n'est pas très content souvent. Et en fait, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on les appelle un peu ce qu'on appelle des espèces ingénieurs, parce qu'elles modèlent l'environnement, et ça permet aux autres espèces, à un apport bénéfique aux autres espèces, parce qu'ensuite, une fois que ces cavités sont construites, ça permet à plein d'espèces, que ce soit des chouettes, des écureuils, des martres, ou plein d'autres espèces de nicher dedans, même des chauves-souris. Et donc, sans ces pics dans les forêts, il y a une grande biodiversité qui aurait disparu, parce qu'ils sont ultra importants.
Et en fait, il y a plein d'exemples comme ça d'espèces qui sont utiles pour d'autres, ou négatives d'ailleurs. Donc c'est hyper intéressant à voir. Et vers quoi tu vas te diriger avec cette formation? C'est assez ouvert comme débouché. Moi, je vais me spécialiser dans la conservation des écosystèmes. Donc je peux travailler dans plein de choses, dans les parcs nationaux ou les réserves, plus au niveau régional, par exemple dans les conseils régionaux ou les agglomérations communes, ou bosser dans les bureaux d'études pour faire des expertises de l'impact faune de tel projet ou tel projet, ou même bosser en associatif, par exemple à la LPO, faire chargé de projet, chargé d'études. Donc c'est assez vaste, je sais pas encore dans quoi je vais me spécialiser, mais j'ai plein d'idées. Merci Thomas pour cette partie. Maintenant, je voudrais qu'on parle de tes voyages. Tu peux nous dire comment tu organises un voyage? C'est très variable selon le voyage. Par exemple, pour ce voyage-là en Patagonie qui arrive, que je viens de finir d'organiser hier, ce qui est long, c'était la prise de contact, du coup, parce que le thème du voyage, c'est d'étudier l'interaction entre les pumas et les éleveurs locaux, parce que du coup, il y a de la prédation sur les troupeaux, et je veux voir un peu comment ça se passe là-bas, pour voir s'il y a d'autres solutions mises en place, ou si le rapport à la nature est différent, et plus en général pour sensibiliser à l'importance des grands prédateurs. Donc ce qui était long, c'était la prise de contact avec les locaux, parce que c'est un pays que je connais pas, où de base j'ai aucun contact. Donc envoyer des mails, trouver des contacts des gens qui travaillent là-dessus ou quoi. Et après, faire l'itinéraire était un peu long, mais ça se fait assez bien, parce qu'en fait j'ai pris les points de passage qui m'intéressaient, j'ai tracé quelque chose à partir de là. Après, en Laponie, j'avais choisi de sortir des chemins, en fait, en général. Ce qui était très long, c'est de faire l'itinéraire, parce que j'ai dû prendre des cartes GPS, essayer de tracer un chemin qui me permettait de me ravitailler quand même toutes les semaines en nourriture. Mais en évitant les grosses rivières qui étaient trop dures à traverser ou impossibles. Donc ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais voilà, donc ça dépend beaucoup du type de projet. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, parce que c'est là où on apprend beaucoup de choses sur le pays. Et comment tu te prépares physiquement et mentalement pour chaque voyage? Physiquement, je fais beaucoup de randonnées un peu tout le temps, ou je marche un peu tout le temps, donc j'ai pas non plus de préparation physique particulière à faire. Là, j'en ai fait parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo. Donc j'en fais un peu de vélo tous les jours, j'ai roulé avec tout mon équipement sur le vélo pour voir si tout tenait bien. C'était d'ailleurs très marrant parce que j'ai fait un tour en ville hier avec toutes mes sacoches et les gens me regardaient très bizarrement, c'était super drôle. En plein Paris. En plein Paris. Et mentalement, c'est un peu à la fois je le prépare pas vraiment parce que tu peux pas vraiment te préparer à ça, mais à la fois c'est un peu le truc où pour les gros projets, donc la Laponie et la Patagonie, 2-3 jours avant je commence à me dire mais pourquoi je fais ça quoi. Et j'ai un peu le stress qui monte doucement, et dès que le projet est lancé, une fois que je suis dedans, c'est parti. Et c'est pas que du plaisir, mais c'est beaucoup de plaisir. Beaucoup de moments galères aussi, mais ça fait partie du jeu. Donc j'ai pas vraiment de préparation mentale précise. Au sujet de la Patagonie, tu nous as dit que tu voulais travailler sur les interactions interespèces entre le puma et notamment certains agriculteurs là-bas. Qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher pendant cette année en Patagonie? Parce que c'est un sujet vaste. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, que j'ai déjà beaucoup étudié en France, en Europe en général, parce que donc, j'avais travaillé 5 jours avec une association où j'avais aidé un berger à défendre son troupeau contre les loups dans les Alpes suisses. En Finlande, j'avais eu des cours là-dessus, et pareil, avec tout l'élevage de rennes qu'il y a dans le nord de la Finlande, il y a beaucoup de problèmes avec les grands prédateurs, parce que là-bas ils ont les 4 espèces européennes, donc ours, loup, lynx, glouton. Et comme je sors de 2 mois en Ariège, dans les Pyrénées françaises, il y a aussi ce même problème avec l'ours brun. Et donc là-bas, j'ai pu rencontrer des scientifiques, des bergers, pour échanger avec eux et leur rapport à l'ours et ce qu'ils en pensent. Donc c'était très enrichissant. Et j'ai envie de voir un peu comment ça se passe hors Europe, pour voir est-ce que ça se passe différemment, est-ce que ça se passe mieux, parce que pour être très, très franc, on n'a pas encore de solution miracle qui permettrait de mettre tout le monde d'accord et tout le monde content avec les grands prédateurs. Donc je pense pas à la base trouver la solution miracle non plus, mais c'est d'une part un moyen de parler des grands prédateurs sans aborder le problème du loup, qui est un problème très sensible en France, où dès qu'on évoque le mot loup, on peut se faire insulter pour pas de raison, où ça peut créer des tensions assez rapidement. Donc ça permet de parler des grands prédateurs en prenant un autre exemple plus extérieur à la France. Et parler, là-bas ils ont tout un côté avec l'écotourisme, donc il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour voir des pumas, donc ça donne une vraie... Je déteste dire ça, mais une vraie valeur monétaire à une espèce qui donne une raison de les conserver en fait. C'est un peu bête à dire, mais il en faut aussi parfois pour les gens qui sont moins intéressés par la nature. Et pour voir si en fait, en règle plus générale, ils ont un rapport à la nature différent, est-ce qu'ils respectent plus cette faune-là, est-ce qu'il y a un message à passer derrière. Donc j'ai rien de sûr, c'est un peu ce qui fait partie du voyage,
Mais j'ai 6 mois pour découvrir comment ça se passe là-bas et essayer d'en sortir un beau message. Tu peux nous parler des obstacles et des difficultés que tu as rencontrées? Une des difficultés, quand on prépare un voyage, c'est toujours l'aspect financier qui est un peu compliqué à faire, mais c'est pas forcément le plus intéressant d'en parler. Mais trouver les financements, c'est parfois un peu compliqué. Et en fait, une fois lancé, souvent, ça dépend beaucoup de l'environnement. En Laponie, ce qui était dur, c'était... Bon, un peu tout d'ailleurs en Laponie était dur, mais que ce soit les conditions extérieures, donc les moustiques, les insectes qu'il y a beaucoup en Laponie, ou même les conditions météo, la pluie, le froid, le vent. Mais ça fait partie du jeu, donc il faut l'accepter. Et c'est un peu pour moi les grosses difficultés que j'ai. Si le côté plus compliqué, c'est le côté social. Parfois, ce qui est dur, pour revenir sur l'exemple de la Laponie, c'est de passer de 7 jours tout seul à retourner en ville ou passer en ville pour se ravitailler pour se ravitailler. Et c'est des interactions toujours un peu bizarres le retour. Ou typiquement, quelque chose qui était marrant, avec Arvik Océan, du coup, il y a 3 semaines, on venait de faire traverser Islande-Écosse. Donc on a fait 5 jours à bord, sans réseau, sans connexion, c'était magique. Et on arrive au port de Stornoway le soir. Et on est passé on a besoin de faire de la monnaie pour aller prendre une douche dans les ports, dans les douches du port, pardon. Donc on est passé à un bar pour prendre de la monnaie. Et la transition entre 5 jours en mer tout seul et un bar écossais à 23h, c'était un peu dur. Donc c'est un peu ces aspects-là, mais c'est pas non plus des difficultés insurmontables et ça fait partie du jeu, donc je les accepte avec plaisir. T'as déjà eu des frayeurs? Tu t'es dit vraiment là... Il y a quelques moments où j'ai eu des frayeurs, mais ça reste très rare. Il y en a, une des frayeurs, c'est l'orage en général, surtout en montagne. Typiquement, pour revenir à l'Ariège avec les ours, je rentrais d'affût un soir, il devait être 21h30, et il y a eu des orages tout l'après, mais j'avais réussi à trouver un créneau où il n'y avait pas eu d'orage, donc j'avais profité pour aller en affût. Bon, en l'occurrence, j'avais pas eu d'ours, mais j'avais eu plein de cerfs, plein d'isards, donc c'était génial. Et la cabane où je dormais était sur une crête, et donc je remonte, et au moment où j'arrive sur la crête, j'avais 10 minutes à marcher sur la crête pour rejoindre la cabane. Au moment où j'arrive sur la crête, un autre orage éclate, mais au-dessus de moi, et j'étais vraiment pas confiant et vraiment pas fier de moi parce que c'était hyper dangereux de marcher sur une crête sous un orage. Donc il y a ça, et je pense qu'une des plus grosses frayeurs de ma vie, c'était en Norvège. Donc après à Laponie, j'ai fait un mois de stop en Norvège pour visiter la Norvège. Et j'étais dans un parc national où je filmais des bœufs musqués. Donc un bœuf musqué, pour ceux qui ne voient pas, c'est grosso modo un mélange entre un mouton et un mammouth. Donc c'est une sorte d'énorme mouton qui fait jusqu'à 400 kg pour les gros mâles, avec un énorme pelage très chaud pour résister à des températures de là-bas, parce que l'hiver il fait jusqu'à moins 40. Et donc j'avais passé la soirée à filmer une famille de 8 ou 9 bœufs musqués, donc c'était magnifique. Et le soir, je reviens à ma tente, je fais mon repas, je vais me coucher. Et donc j'avais mis ma tente assez loin de bœufs musqués pour leur laisser, pour les respecter, pour leur laisser de la tranquillité. Et au moment où je rentre dans ma tente, j'entends un mugissement de bœuf musqué un peu au loin, donc ça va, je m'inquiète pas, qui se rapproche doucement. Et d'un coup, j'entends plus rien. Et d'un coup, à genre 2-3 mètres de ma tente, j'entends une sorte de grognement, rugissement, un bruit que je connaissais pas du tout. Et donc je me suis renseigné après, c'était un des bruits de bœuf musqué qui s'appelle, en anglais, ça s'appelle ça snortling, donc on peut qualifier ça de reniflement plus ou moins. Et c'est un bruit qu'ils font avec leur nez, et ça sonne vraiment comme un rugissement de lion. Et j'ai commencé à paniquer, parce que je savais pas ce que c'était. Et il a fait ça plusieurs fois, il a tourné autour de ma tente. Et en fait, après réflexion, c'était le début de la saison du rut. Donc je pense qu'il a dû prendre ma tante comme un potentiel adversaire pour le rut ou rival. Donc il a essayé de la jauger. Et au final, il est parti. J'ai eu beaucoup de chance. Parce que s'il l'a chargé, je pense que j'y serais passé. Donc ça, je pense que c'est une des plus grosses frayeurs de ma vie. Mais après analyse, c'est un peu moi qui ai fait la faute. Parce que j'étais chez eux, j'ai campé dans leur territoire. Donc j'aurais dû m'être plus loin et j'ai appris de mes erreurs. Et j'ai pu recamper au même endroit après ça. Mais c'était une grosse frayeur. Ah oui, c'est pas une petite frayeur. On va reparler de la partie que tu trouvais un peu moins marrante, mais qui est quand même intéressante parce que je pense que ça peut toucher tout le monde, les financements. Ouais. C'est pas drôle, mais c'est quand même le nerf de la guerre. Comment tu gères ça Je me finance de plusieurs manières. Alors déjà, très souvent, mes projets, à part pour la Patagonie, ne coûtent pas très cher parce qu'en Laponie, je vivais à Helsinki, donc j'ai vraiment pris un train comme un TER là-bas. J'ai fait 5 heures de TER qui m'a coûté 30 balles. Et après, j'ai juste marché pendant un mois, donc ça m'a coûté juste de la nourriture parce que j'avais ma tante. Donc ça m'a pas coûté très cher, donc je l'ai financé avec mes économies personnelles. Et après, pareil, je suis rentré en stop jusqu'en Helsinki. Et après, j'ai pris un ferry et un train, donc ça m'a pas coûté très cher. Mais par contre, pour la Patagonie, qui était un peu plus compliqué à financer, je l'ai fait plus ou moins
Ouais, avec 2 méthodes, avec 3 trucs. Donc mes économies qui me restaient d'avant. J'ai travaillé toute l'année de mon M1, je donnais des cours de soutien pour me faire un peu d'argent, pour mettre de l'argent de poche. Et j'ai 2 sponsors qui m'accompagnent, 2 partenaires qui m'accompagnent pour le projet. Donc un sponsor matériel qui me fournit le vélo et tout l'équipement qui va avec, donc ça c'est cool. Et un autre sponsor financier qui m'a fourni qui m'a fourni 850 €, ce qui est quand même très bien pour le projet. Et en plus de ça, j'ai fait des demandes de bourse et de fondation que je viens de faire, donc j'attends la réponse pour l'instant, qui me permettront de financer la post-production du film, parce que je pars là-bas pour faire un film. Et la post-production peut coûter cher pour avoir un étalonneur avec moi professionnel, pour avoir un mixeur son. Donc pour ça, j'ai fait des demandes de bourse pour le projet du film. Et après, encore une fois que je suis là-bas, le projet en lui-même ne coûte pas si cher que ça par rapport à un voyage plus classique, parce que je suis en vélo et en tente quasiment tout le temps. J'aurai quelques nuits en camping ou en auberge de jeunesse quand je serai vraiment trop fatigué. Mais voilà, et si jamais j'ai plus d'argent là-bas, je m'arrêterai pour travailler ou faire du woofing pour compléter les finances. Donc c'est un peu comme ça, mais j'ai pas la recette miracle encore malheureusement. Tu nous as parlé de la réalisation d'un film que tu voulais faire en Patagonie. Tu vas être créateur de films indépendant. Pour ce projet-là, oui, j'ai fait le choix de rester, de rester indépendant parce que j'aime bien avoir ma liberté sur ce que je produis. Et ensuite, je le diffuserai en festival ou je trouverai un moyen de le diffuser. Ou sur YouTube, pourquoi pas. Et j'aurais pu me proposer à des boîtes de production de m'aider à le produire pour le côté financier en plus, mais j'ai choisi de rester indépendant là-dessus. Mais ça demande beaucoup de travail. Comment ça se passe une fois que tu as monté ton film et que tu veux, par exemple, proposer ce film-là dans des festivals ? T'as réfléchi déjà à ça ? Ouais, pour les festivals, donc j'ai déjà diffusé mon précédent film en Laponie dans un festival. Donc pour ça, en fait, c'est plein de festivals d'aventure en France. Il y a des deadlines pour postuler, pour proposer son film. Ensuite, il y a une sélection. Et si ton film est sélectionné, tu peux aller au festival pour le présenter devant un public. Et c'est hyper enrichissant parce que c'est un moment où tu es avec plein d'autres vidéastes, réalisateurs qui sont dans les mêmes sujets que toi ou pas d'ailleurs. Et c'est hyper enrichissant parce que tu rencontres plein de gens. C'est hyper bonne ambiance. Donc c'est vraiment des très beaux moments. Enfin, pour le seul que j'ai fait en tout cas. Et ouais, donc c'est ça, une fois que le film sera monté dans longtemps, je pourrais le proposer à des festivals. Et après, trouver un moyen de diffusion, soit YouTube, soit si j'arrive à soit le rendre payant. Donc ça, il faut que j'y réfléchisse encore. Si tout va bien, tu devrais l'avoir fini quand ? Donc en théorie, je reviens fin juin en France, parce que je rentre sans avion, donc ça va me prendre un petit peu de temps. Et une fois que je suis revenu, je pense que je peux estimer la post-production à 6 mois. Parce que vu que j'aurai mon master, je ne peux pas être plein temps dessus. Mais ouais, vers octobre. Fin octobre, début novembre, je pense que ça sera fini. Et après, diffuser un jour, le plus proche de fin octobre, donc ouais. Fin 2024. Ouais, fin 2024, normalement, il devrait être prêt, mais bon, c'est dans longtemps. On va suivre ça. Quel est ton animal totem ? C'est pas vraiment mon animal totem, mais un animal que j'apprécie particulièrement, c'est les vautours. J'en parlais tout à l'heure. Et c'est toujours le cas. Et c'est juste que d'une part, c'est très gracieux à observer. Alors, je dis pas que je suis gracieux, attention. Mais c'est très, très magnifique à voir. Juste, ils volent juste, ils planent en fait. Donc, ils battent pas des ailes. C'est magnifique à voir. Et je me dis que ça doit être fou juste d'être en haut des montagnes à voler, à regarder le paysage comme ça pendant des heures. Donc, ça doit être très beau. Et en plus, comme je pars en Patagonie, je pourrais voir des condors des Andes là-bas, qui est un peu l'animal dont je rêve depuis que je suis tout petit. Donc ça va bien dans le thème. Rejoint une autre question que j'avais à te poser, qui était quel est l'animal que tu rêverais de photographier ? Il y en a plein qui me font rêver. Mais en Patagonie, ouais, les deux qui me font rêver, c'est le puma et le condor. Mais je pourrais t'en citer une liste énorme, je pense. Et rien qu'en France, il y a tellement de belles espèces, une biodiversité magnifique en France. Donc il y a plein de choses à voir. Et tu pourrais nous parler de ta plus belle rencontre ? Humaine ou animale, ça c'est à toi de me dire. Là, j'en ai une qui me vient en tête parce que c'était un moment incroyable et tellement inespéré. Donc c'est quand je vivais en Finlande pour mon Erasmus. J'étais parti un week-end camper pour chercher des élans à la base, que j'ai trouvé. Donc j'ai fait une super journée, j'ai vu 3-4 individus, c'était trop bien. Et le soir, je me pose, je pose mon sac, j'ouvre mon sac, je sors juste ma tente, j'allais la préparer. Et dans le champ devant moi, il y avait quelques cerfs de Virginie qui étaient là, qui broutaient. Donc c'est une espèce introduite pour la chasse là-bas. Et d'un coup, j'en vois 4 qui partent en courant. Et je me dis, c'est bizarre parce que ils n'ont pas peur des voitures, parce que c'était quand même près d'une zone habitée. Je suis la seule personne qui est à pied dans cet endroit-là. Pourquoi ils ont peur ? Et je vois un lynx qui sort des bois et qui les poursuit, qui rate la chasse,
qui se pose dans le champ à une centaine de mètres de moi et qui fait une petite sieste comme ça. Et donc il était très loin, je le voyais à peine à l'œil nu, mais avec mon téléobjectif, j'arrivais à le voir. Et déjà c'était fou, je tremblais parce que c'est un peu l'animal qui me fait le plus rêver en Europe, voir un lynx, c'est tellement dur à voir. Et d'un coup il se lève, au bout de 10 minutes de sieste je pense, il se lève, et en fait il est venu pile dans ma direction, donc droit vers moi, sans me voir, parce que j'étais habillé en camouflage, enfin en kaki, et allongé sur une petite butte au-dessus du champ. Il marche droit vers moi, il se rapproche, il me voit pas. À un moment, il est à une vingtaine de mètres de moi. Et juste devant moi, il y avait un grand sapin. Il passe derrière le sapin, donc là, je le perds de vue. Et d'un coup, je regarde à ma droite, et il était sur un petit surplomb rocheux. Il me regardait, il était à 3 mètres de moi. Et il me regardait comme ça, il m'observait en essayant de voir ce que j'étais. Donc il m'a juste réussi à me retourner sur le dos, à prendre une photo, mais la photo, elle est plein cadre de la tête du lynx. Et il m'a regardé comme ça. Il m'a pas trouvé intéressant, il a fait demi-tour. Jusqu'à la lisière de la forêt, il s'est arrêté une dernière fois, il m'a jeté un dernier regard et il est reparti dans la forêt. Et c'était tellement inattendu et c'est indescriptible comme moment. Et donc c'était, je pense, de loin ma plus belle rencontre. C'est même pas une belle rencontre, c'est une rencontre tellement inespérée que c'est un peu indescriptible. Et c'était assez fou, oui. Toi, tu passes des heures à observer la nature, comme pour ce lynx-là. Combien de temps t'attends, par exemple, avant de voir un animal ? Du coup, en photo animalière, le plus long, c'est pas ce qu'on appelle l'affût, donc le moment où t'es camouflé et t'attends. C'est vraiment le repérage avant. En fait, on passe des heures entières ou des jours sur les animaux à juste être sur le terrain, chercher des traces, essayer de comprendre où est-ce qu'ils peuvent passer. On utilise beaucoup aussi ce qu'on appelle des pièges photos. Donc, c'est des petits boîtiers qu'on met sur un arbre, qu'on laisse tourner une semaine ou quoi, qui prennent des vidéos automatiques, en infrarouge pour la nuit ou pas pour le jour. Et en fait, quand il y a un mouvement de devant, bah, ça se déclenche. Comme ça, on peut voir où passent les animaux et à quelle heure. Parce que beaucoup d'animaux ont leurs habitudes en fait. Typiquement, les chevreuils ou les renards, ils vont sortir très souvent à la même heure dans le même champ. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on peut installer son affût. Donc, c'est-à-dire prendre des filets de camouflage ou à partir de branches ou d'objets naturels, on va dire, pour se faire une petite cabane, un peu comme quand on est gosse, ça ressemble beaucoup à ça. Pour se cacher, se mettre face au vent, c'est très important parce que les animaux, les mammifères en tout cas, ont un très bon odorat. Pour les oiseaux, il n'y a pas besoin, et pour les mammifères, c'est très important. Et de là, attendre. Donc moi, très souvent, quand je suis en zone où il y a quand même un peu d'humain autour, je fais ça, je me mets en affût une demi-heure avant le lever du soleil et je reste en tout 2 heures, 2 heures et demie. Parce qu'après, soit les animaux sont plus actifs parce qu'il y a trop de risques de croiser des humains, soit il y a carrément des humains qui passent dans le coin. Quand j'habitais à Bordeaux, je faisais ça. Mais pour des espèces en milieu beaucoup plus sauvage, typiquement pour l'ours, je restais des 4-5 heures en affût matin et soir, donc tu restes 8 heures assis sans bouger à scruter chaque falaise, chaque prairie alpine pour essayer de voir s'il y a un ours qui sort. Donc c'est très très variable selon les animaux, selon le type d'animal, si c'est un mammifère, un oiseau ou autre chose. Mais oui, c'est beaucoup beaucoup de repérage et beaucoup d'heures à attendre aux jumelles. Mais c'est des moments hyper beaux parce que t'es juste là à regarder la nature et t'apprends à rien faire et t'es hyper attentif à tout ce qui est autour de toi. Donc c'est vraiment génial comme moment, j'aime beaucoup. Et justement, toi qui passes des heures à observer la nature, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils qu'on pourrait mettre en place pour mieux la protéger et mieux la sauvegarder ? Oh là, c'est très vaste comme question. Au niveau, si on parle de biodiversité urbaine, donc en ville, ça va être végétaliser au maximum avec des espèces locales. C'est très important, ça peut ne pas mettre des plantes qui viennent d'autre part. Donc végétaliser au maximum les trottoirs, les parcs, les toits, les balcons, pour créer ce qu'on appelle des corridors écologiques, qui permettent aux espèces de se déplacer en ville sans être en danger. Et en plus, c'est bénéfique pour nous parce que s'il y a des arbres, ça crée de l'ombre, donc on aura moins chaud l'été. Et si tu avais 1 million d'euros, tu en ferais quoi ? J'achèterais plein de terrains et j'en ferais une grande réserve naturelle. Un peu comme il y a une association qui fait ça qui s'appelle l'ASPAS, qui essaye de faire ce qu'on appelle du réensauvagement, donc en fait de recréer des espaces naturels avec dedans toutes les fonctions écologiques. C'est ça qui est très important. Par exemple, dans le Vercors, elle a une réserve qui s'appelle le Vercors Vie Sauvage, où elle laisse un espace en libre évolution, sans activité humaine autorisée à part la balade, et avec dedans donc, toutes les fonctions écologiques, parce qu'il y a du loup dans le Vercors, donc ça permet d'avoir toute la chaîne alimentaire. Et en fait, c'est là où la biodiversité peut vraiment se développer, parce qu'il y a des arbres morts en forêt qui se créent et qui sont très importants pour toute la nature. Il y a des herbivores qui sont régulés par les grands prédateurs, donc c'est assez complet et ça permet vraiment d'avoir une grande biodiversité. Et si tu devais dîner avec 3 personnes et personnalités mortes ou vivantes, qui inviterais-tu et pourquoi ? Bonne question. Une des personnes qui m'inspire beaucoup, c'est Vincent Munier, qui est un photographe animalier français mondialement connu et qui a vraiment une approche hyper pure de la nature. Récemment, il a fait un film qui s'appelle La Panthère des Neiges, qui est sorti en salle et qui est un film magnifique.
Donc je pense juste pour comprendre un peu mieux son rapport à la nature, ça serait très intéressant de dîner avec lui. Une personne qui m'inspire beaucoup aussi, ça sort du domaine de la nature, mais un peu quand même, c'est Tilassine, qui est un musicien, un compositeur, qui en fait voyage beaucoup, enregistre des sons, et de là compose des musiques, donc il fait beaucoup de musique électro. Et en fait, il a vraiment une faculté à retranscrire l'ambiance d'un lieu en musique. Et j'ai eu la chance d'écouter, donc il a fait un album en Russie, en transsibérien, donc dans des forêts de pins. Et donc j'ai pu écouter l'album en Finlande, donc dans des forêts très similaires. Et en fait, tu sens vraiment l'ambiance du lieu. Il a fait pareil un album aux îles Féroé, j'y suis passé en allant en Islande en ferry. Donc pareil, t'écoutes ça là-bas et t'es en mode ah ouais, ok, tu comprends qu'il a été ici et tu comprends l'ambiance. Et c'est vraiment une faculté assez folle. Donc c'est une de mes inspirations aussi beaucoup en voyage. Et pareil, il a fait un album en Patagonie, donc je vais pouvoir l'écouter le mois prochain. Et en troisième personne, qui me vient à l'esprit comme ça serait Bernard Moitessier, qui est un navigateur qui a écrit le livre La Longue Route, qui est un des grands livres d'aventure en mer, on va dire, qui en fait partait faire une course autour du monde. Donc il était premier, il allait gagner le trophée. Et au final, il s'est dit, en fait, j'en ai marre de la civilisation. Enfin, il est parti pour un autre tour. Et il racontait dans son livre La Longue Route. Et je trouve que c'est un peu rogner la société comme ça et partir faire sa propre vie. Je trouve ça un beau message. Donc ça serait assez inspirant aussi comme message. Il a jamais passé la ligne d'arrivée finalement. Non, je crois qu'il a fait sa vie dans un archipel, je sais plus où, dans l'océan Indien. Et il a continué un autre tour et il s'est arrêté là. Et est-ce que tu as une devise, une phrase de vie ? Non, mais il y a des phrases que j'aime qui me font marrer. Je sais plus dans quoi est-ce que j'avais lu ça. Si, j'ai écouté un podcast de quelqu'un qui est parti vivre 300 jours sur une île tout seul. Et il commençait son podcast par « Moi, ce que j'aime, c'est la montagne et les potes ». Et il est parti tout seul sur une île tropicale. Donc, je trouvais ça marrant. Et une de ses devises à lui, c'était maintenant que t'as un vélo, pédale. Donc quand je suis vraiment dans un endroit où j'en ai marre, je me dis ça. Et je me dis « C'était volontaire, tu te débrouilles ». Faut pédaler maintenant. Exactement. En plus, quand je pars à vélo, ça marche encore mieux. Merci beaucoup Thomas, merci pour cet échange. On arrive à la fin de l'interview. Je te souhaite que le meilleur pour ton voyage en Patagonie qui arrive à grands pas. Merci beaucoup pour l'invitation. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast et à le partager le plus possible à vos amis, à vos proches et à vos propres sources d'inspiration. Retrouvez-nous également sur tous nos réseaux sociaux en tapant swansea.co et sur notre site internet du même nom. Alors, on a besoin de vous, donc à la semaine prochaine, car désormais, c'est à nous de parler.